ce temps-là, Archimède allait le nez au vent de par les chemins communaux, libre comme l'air, insouciant et sans entrave. Les gens, le sourire aux lèvres, disaient « Tiens, v'là le cheminot qui passe !» Nulle agressivité dans la remarque, parfois même un peu d'envie de partager avec lui cette vie d'errance entre Beauce, Sologne et Val-de-Loire. Archimède vivait de l'air du temps, allait de ferme en ferme pour gagner sa pitance par quelques menus travaux. Il y avait toujours de l'ouvrage. Après être entré dans la cour de la ferme, il toquait à la porte entr'ouverte de la maison d'habitation. Il y avait toujours une voix pour lui répondre « Finissez de rentrer, mon brave !» La suite était du même tonneau. « Vous tombez bien, l'ami, y a de quoi vous occuper. Vous allez curer l'étable, l'écurie, nourrir les cochons et les moutons, rentrer les poules, les canards, les oies, puis vous viendrez partager notre table. » Archimède se retroussait les manches, besognait toute l'après-midi, et le soir venu, à la table des maîtres, il avait son bol de soupe, son morceau de lard, une miche de pain, du fromage, le tout arrosé de ce vin qui accroche un peu le palais, qu'il allait tirer à la cannelle. Puis, il saluait la compagnie et allait partager sa couche dans le foin avec les chevaux de la place. Au petit matin, il avait repris sa route, ses chaussures ailées le conduisant vers un ailleurs identique. Le temps passa. Archimède ne changea en rien ses habitudes qui lui assuraient le gîte et le couvert. Pourtant il lui sembla que le monde autour de lui avait évolué. Il en voulait pour preuve qu'à son approche, les gens de rencontre avaient un peu plus de réserve à son encontre. La manière de le présenter avait, elle aussi, un peu changé. « Tiens, v'là le vagabond qui vient !» Un simple changement de vocabulaire, auquel il ne prêta pas attention immédiatement. Il entrait toujours dans la grande cour des fermes, même au milieu de la carrée, trônait un curieux engin, de grosses roues à l'arrière, de plus petites à l'avant, un tuyau qui crachait une fumée noire, et une curieuse signature d'un nom qui n'était même pas chez nous, un certain Mac quelque chose. Après avoir toqué, on lui répondait « Ah, vous arrivez à point. On ne peut fournir à l'ouvrage, vous allez nous aider. » Il y avait encore de quoi faire. Vous devez curer les tables et brosser les vaches, nourrir le cochon, graisser le tracteur, nettoyer la herse et la charrue. Ensuite, vous aurez un panier que vous irez manger dans les tables. Après avoir gagné son pain et plus rarement son vin, les vignes avaient depuis belle lurette disparu du paysage, Archimède se trouvait partageant sa couche avec les vaches. Dans l'écurie, tout le matériel acheté à grands coups d'emprunt avait remplacé les chevaux. Dormir dans les tables, ce n'était pas tout à fait pareil. Les vaches laitières vous laissent une curieuse odeur sur les vêtements. Notre homme ne s'en rendit pas compte de suite, mais à la longue, les femmes pinçaient du nez à son approche. Il en avait fini des rencontres galantes au détour d'un bosquet. Le monde bascula dans une nouvelle ère. Archimède battait toujours ce qu'il était convenu d'appeler encore la campagne. À son arrivée, les passants s'écartaient, certains changeaient même de trottoir ou lui tournaient le dos. Il entendait « Attention, v'là le clochard qui vient encore quémander !» Ah, une triste réalité, hélas, le poussait à vivre de charité. Les fermes désormais étaient encloses. Les bêtes avaient disparu après le grand remembrement. Si les haies
et les enclos avaient été rasés, des grilles fermaient l'entrée de la cour et parfois une caméra surveillait les visiteurs. Il n'y avait plus besoin de main-d'œuvre dans les fermes. L'exploitant suréquipé et largement endetté parvenait à faire tout seul. Archimède dut se résoudre à tendre son béret à la sortie des offices. Oh, par chance! Il y avait encore de la religiosité dans le pays. La générosité des fidèles lui assurait le couvert. Pour le gîte, la belle étoile et parfois un porche dans les villages faisaient l'affaire. Archimède se satisfaisait de sa nouvelle existence. Il n'était pas encore au bout de ses misères. Une à une, les églises se fermèrent. La crise de la vocation avait fait son œuvre, et quand par hasard il y avait un prêtre, il venait d'un pays lointain, avec un accent qui énervait les dernières grenouilles de bénitier, bien peu enclines à la charité. Le béret demeurait vide, tandis qu'à sa vue dans le bourg chacun fermait sa porte et que l'on le qualifiait étrangement. Les gens avaient si honte sans doute qu'ils n'étaient plus capables de proposer un nom pour qualifier son état. Ils avaient trouvé un sigle, 3 lettres, qui siffle dans ces langues de vipères et qui discrédite celui qui en est la cible. SDF. Repoussé de tous, affamé et mal en point, ce jour-là, Archimède, au bout du désespoir, s'assit dans le magnifique caquetoire de ce charmant petit village. Il avait posé son béret au sol, plus par habitude que dans l'espoir de ramasser quelques piécettes en cuivre que ces bons chrétiens réservaient à la femme du président, indignité supplémentaire. Il tentait de reprendre un peu de force avant que d'aller courir sa chance dans la grande ville où des associations caritatives pouvaient lui venir en aide, quand une chiotte gamine vint à lui, timidement. Elle l'appela monsieur. Oh, il y avait une éternité qu'on ne lui avait pas servi pareil cadeau. La gamine continua. Monsieur, je n'ai pas de sous, mais ce vieux livre que je vous offre bien volontiers fera l'affaire. Vous êtes seul. Avec lui, vous aurez au moins un compagnon pour la route. La petite fila bien vite, de peur sans doute d'être réprimandée par les siens. Archimède se baissa pour prendre l'offrande. Après avoir feuilleté ce recueil d'un certain Maurice Allais, il s'exclama à haute voix. « Oh là là, faut-il ! Mais ce gars-là, il a écrit comme nous parlions autrefois dans le pays. C'était ben beau que cette parlure !» Il lui prit alors l'idée de déclamer un texte de cet homme, né en 1888 à Houcques-la-Joyeuse, au cœur de la Beauce. « Quoi donc ce que j'ai appris dans le bourg ? Tu veux faire comme ta cousine Rose, ça te démange longtemps, ça, que l'amour. J'en ai assez que tout le monde en cause, oui. Si c'était un bioparti, je m'en foutrais, moi, que tu sois sa pomise. Avec ça, on est ben lotis, je veux pas que tu te marises. À ton âge, on sait pas ce qu'on fait, on s'amourage de Paul ou de Pierre. Sur le moment, ça vous fait de l'effet, un mois après, on n'y pense guère. Quand le divertissement est calmé, on voit qu'on a fait des bêtises, et les ben temps de le rattraper. Je veux pas que tu te marises. Et puis se marier avec un fou, il est quasiment fou, ce que t'aimes. Et le pire de tout, c'est qu'il a pas de sous. On a pas idée de ça tout de même, de prendre un feignant impropre à rien pour entretenir sa feignantise, il faudrait que j'y vende tout mon bain. Je veux pas que tu te marises.
Yo, pour un gars plus mal foutu, y a les pattes tout tortillées comme l'Anna Firmin qui est tout fourbu. Et puis, il foutrait les brûler parce qu'il est méchant, est-ce qu'on dit. Et c'est toi, cette belle marchandise que je foutrais à cette affaire maudite, je veux pas que tu te maries. Un gars qui a été à Paris, qui a vécu des tas de Freuden. Doué, ben, il en restait quelques petits souvenirs, mais t'as vu que c'est point de la viande saine. Mais ça serait un crime de te donner, oui, la praline de la friandise pour te faire empoisonner. Je veux pas que tu te maries. Quoi tu dis? Il va d'hériter? D'hériter de sa tante Honorine, c'est ça que j'entendais chuchoter. Ok, donc crever la coquine. Et ce gars-là, il serait riche à présent, c'est drôle comme on se fait des méprises. C'est que ça demande du réfléchissement. C'est tellement grave pour que tu te maries. Sans harpon, ou fermer des bois, et de la tiraille, une chouette affaire. Mais c'est pas un si mauvais choix. Et ce gars-là, il vit à n'en rien faire. C'est que ça doit être un gars malin. À nuit, faut point trop de franchise pour arriver au bout de son chemin. Je te dis pas que je veux pas que tu te maries. Il a ben fait de s'amuser. Quand on est jeune, faut jeter sa gourme. Et il faut point en abuser. Faut rester son garde-chioum. Tiens, v'là la mère. Je vais lui demander, tu comprends. Faut qu'on s'avise avant tout. T'as fait de s'accorder. Pas de bain qu'il faudrait que tu te maries. Un gars bâti, intelligent, un travailleur, jamais malade, qu'a des terres et puis qu'a de l'argent, un bon gars, doux, point maussade. Cours vite le kéri, t'as ben raison, et que ton amour femelle t'attise pour le ramener à la maison. C'est tout de suite qu'il faut que tu te maries. Tandis qu'il lisait, emporté par les mots, un attroupement se fit autour de lui. Quelques pièces et même des billets tombèrent dans son béret. C'était bien la première fois qu'il recevait de l'argent sans tendre la main. Il continua à dire ce poème qui le réjouissait, retrouvant dans cette histoire le caractère de ceux qui ne partageaient pas son existence, qui lui fermaient la porte au nez ou bien tournaient les talons à son approche, à moins que des plus furieux ne sortent le fusil. Plus il lisait, plus il retrouvait l'accent des siens, les intonations qu'il croyait avoir à jamais perdues. Son accoutrement, son aspect, sa face marquée par son intéressable appétence vineuse jouaient cette fois en sa faveur. Il avait pour la première fois de sa vie la tête de l'emploi, et comme il en avait aussi l'accent, celui de la sincérité, ce fut un triomphe. Il fut applaudi. On le pria de se lever et d'aller à l'auberge du coin pour réjouir les clients d'un autre texte. On l'invita à manger et on lui proposa même de se laver, ce qui, avouons-le, n'était pas du luxe. Archimède, ce jour-là, cessa de dépérir. Il avait trouvé dans ce recueil de poèmes, par la grande route et les chemins creux, son passeport pour la respectabilité et la survie. Il cessa de tendre la main pour se contenter de lire, ce qu'il fit du reste de mieux en mieux, finissant même par connaître par cœur les textes les plus courus par le public. Il découvrit d'autres compagnons de misère, dont un certain Gaston Coutet, qui donnait dans le même style. Archimède devint le clochard céleste. Lecteur, puis diseur, il avait trouvé sa voie. Il fut demandé sur les grandes scènes, il passa à la télévision.
Sa renommée fit bientôt le tour du pays. Il gagna tant et tant que, bien conseillé, il mit son argent tout d'abord en Suisse, puis bien plus loin par la suite. Il n'avait jusqu'alors jamais payé d'impôts. Il n'y avait pas de raison que ça change. D'autant que ceux qui s'occupaient de sa carrière lui fournirent d'excellentes combines. Il vécut le reste de son existence, riche à millions et exilé fiscal. Une autre manière de vivre en marge de la communauté des braves gens. Quand Archimède quitta cette vallée de larmes, ce fut la consternation. Les radios et les télévisions lui consacrèrent des émissions spéciales. On ne tarit pas d'éloges sur son parcours et son inimitable talent. Le président en personne assista à ses obsèques, déployant des trésors d'éloquence pour rendre hommage à celui qui n'avait jamais participé à l'effort national. Il le compara à Victor Hugo. Une habitude pour ce petit monsieur qui se prétend en marche, sans jamais avoir connu la route. Nous sommes les crèves de faim, les va-nu-pieds du grand chemin, ceux qu'on nomme les sans-patrie et qui vont traînant leur boulet d'infortune toute la vie, ceux dont on médit sans pitié et que sans connaître on redoute. Sur la grande route, nous sommes nés, on ne sait où, dans le fossé un peu partout. Nous n'avons ni père ni mère, notre seul frère c'est le chagrin. Notre maîtresse c'est la misère qui, jalouse jusqu'à la fin, nous suit, nous guette et nous écoute. Sur la grande route, nous ne connaissons pas les pleurs, nos âmes sont vidées, nos cœurs sont secs comme les feuilles mortes, nous allons mendier notre pain. C'est dur d'aller nous refroidir aux portes, mais hélas quand on a faim, il faut manger coûte que coûte. Sur la grande route, l'hiver d'aucun de nous iront dormir dans le fossé profond, sous la pluie de neige qui tombe, ce fossé-là leur servira d'auberge, de lit et de tombe, car au jour on les trouvera, double de froid et mort sans doute. Sur la grande route, nous sommes les crèves de faim, les va-nu-pieds du grand chemin, ceux qu'on nomme les sans-patrie et qui vont traînant leur boulet d'infortune toute la vie, ceux dont on médit sans pitié et que sans connaître on redoute. Sur la grande route,